rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé. Puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. À 1 minute de la fin, je vous ferai un signe. Je vous invite donc à vous présenter puis à débuter. Et à vous offrir de l'eau. Oui, bien, s'il y avait un pichet d'eau, ça serait... Ça s'en vient. Ça serait apprécié. Allez-y. Merci. Alors, bonjour, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les députés, ex-collègues. Merci beaucoup de l'invitation, même si celle-ci, disons, n'était pas des plus spontanées. Alors, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Alors, je me présente. Je suis membre du Barreau du Québec depuis 1992. J'ai été commissaire à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pendant 11 ans. J'ai également été chargé de cours au Cégep Saint-Laurent en droit de l'immigration. Je suis membre de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration, membre de l'Association des avocats de la défense de Montréal, membre du comité consultatif sur l'immigration et la citoyenneté du Barreau du Québec. Je suis également inspecteur au service de l'inspection professionnelle du Barreau du Québec et évidemment, je pratique en droit de l'immigration à mon compte. Alors, je n'ai pas l'intention aujourd'hui de vous lire mon mémoire. J'ose espérer que vous l'avez tous lu. J'aimerais cependant attirer votre attention sur 3 points qui m'apparaissent importants. Le premier, la langue. Le deuxième, les 18 000 dossiers. Et le troisième point, la résidence permanente que je qualifierais de conditionnelle. Alors, au niveau de la langue, au niveau des tests de français, et des tests des valeurs québécoises, malheureusement, dans le contexte actuel du droit, il serait impossible pour le gouvernement d'imposer à un résident permanent ces tests de valeurs québécoises ou ces tests de français. Le droit actuel ne permettrait pas au gouvernement du Québec d'imposer ces tests-là à un résident permanent du Canada, évidemment. Cependant, est-ce que le gouvernement du Québec aurait compétence pour imposer ces critères dans la sélection de son immigration? Effectivement. Au niveau des critères de sélection, le gouvernement a compétence pour imposer les conditions qu'il veut. Alors, s'il souhaite imposer des tests de français ou un test de valeur québécoise, il pourrait évidemment le faire, mais avant l'émission, évidemment, du certificat de sélection du Québec. Et contrairement à ce qu'on peut penser, je ne suis pas contre des tests de valeurs québécoises. D'ailleurs, le gouvernement fédéral, pour l'obtention de la citoyenneté canadienne, impose des tests des valeurs canadiennes et impose des tests de langue. Alors, je ne verrais pas pourquoi le gouvernement du Québec ne pourrait pas, dans le cadre de sa sélection de son immigration, imposer de tels tests. À mon avis, il est important, cependant, de mettre l'accent sur la connaissance du français pour la sélection des nouveaux immigrants. On sait tous que pour la préservation et la protection du français, on ne doit pas compter sur le gouvernement fédéral et encore moins sur le ministère de l'Immigration du Canada. Encore aujourd'hui, en 2019, il est difficile d'obtenir des services en français. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, dans une procédure où toute la documentation a été soumise en français au ministère, nous avons reçu une décision uniquement en anglais. Alors, j'ose espérer que le gouvernement du Québec mettra l'accent sur le français et je pense qu'il relève du gouvernement du Québec de préserver le français, surtout au Québec. Et il m'apparaît important également d'envoyer un message aux nouveaux arrivants qu'au Québec, bien, c'est en français que ça se passe. Mon deuxième point, évidemment, c'est les 18 000 dossiers. 18 000 dossiers qui seront jetés à la poubelle. Dans ces 18 000 dossiers, on parle de personnes. Hein? Ce n'est pas juste des dossiers. On parle de femmes, des couples, des enfants, des familles. On parle d'environ 45 000 personnes. Des gens qui ont investi temps et argent afin d'immigrer au Québec. Jamais le ministère de l'Immigration a laissé sous-entendre à ses candidats à l'immigration qu'un jour, si les délais devaient s'accumuler, on retournerait tout simplement à leur demande. Il n'est pas question ici de retourner un dossier parce que la personne ne rencontre pas les critères de sélection. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas été en mesure de traiter son dossier dans un délai raisonnable. Ce sont des gens, pour la plupart, on parle de 3 700, 3 800 dossiers, donc environ 5 à 6 000 personnes qui travaillent déjà au Québec, qui occupent un emploi. Dans certains cas, les gens ont investi dans l'achat d'une maison.
Ils ont des enfants. Les enfants sont scolarisés. Ce sont des gens bien intégrés à la société québécoise. On souhaite répondre à une pénurie de main-d'œuvre. Bien, ces gens-là travaillent déjà au Québec. Alors, il m'apparaît important que si on souhaite aller de l'avant par l'adoption du projet de loi 9, qu'on priorise, évidemment, ces dossiers. Il serait un peu absurde que des gens qui occupent déjà des emplois au Québec, parce que les délais se seraient accumulés, le gouvernement fédéral refuserait de renouveler leur titre de séjour temporaire, parce qu'il faut comprendre que si les gens sont ici présentement, au Québec, c'est qu'ils ont un statut de résidence temporaire leur permettant de rester au Québec, soit travailler, soit étudier. Ce n'est pas éternel. Et il est possible que si les délais s'accumulent, ces gens-là devront quitter le Québec et abandonner leurs emplois. Le dernier point, qui est la résidence permanente conditionnelle, encore une fois, compte tenu de l'état du droit actuel, il est impossible d'imposer cette condition. Québec n'a pas compétence en matière de résidence permanente. D'expérience, et certains d'entre vous pourront me corriger, Québec a détenu dans le passé un pouvoir en matière de conditions au niveau de la résidence permanente, mais si je me souviens bien, c'était pour des investisseurs ou des entrepreneurs, mais ce n'était certainement pas pour des travailleurs. Les deux. Non. Le deuxième, les investisseurs. Les entrepreneurs, merci, Monsieur le ministre. Mais jamais Québec a eu la compétence d'imposer des conditions au niveau de la résidence permanente au niveau géographique. Et l'article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés est clair. Un résident permanent a le droit à la mobilité, a le droit de s'établir partout sur le territoire québécois, mais partout sur le territoire canadien. Il a le droit de gagner sa vie partout au Canada. Alors, même si on souhaitait obtenir ce pouvoir-là, je doute fortement que le gouvernement fédéral acquiesce à la demande du gouvernement du Québec, parce que donner ce pouvoir-là irait à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés. Alors, en conclusion, j'aimerais poser la question suivante. A-t-on vraiment besoin d'en prendre moins pour en prendre soin? Merci. Merci pour votre exposé. Nous allons maintenant débuter la période des échanges. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Enfield, bonjour. Merci d'être parmi nous pour contribuer aux travaux de la Commission. Si vous voulez, on va reprendre les points que vous avez abordés. Vous dites, dans l'état actuel du droit, on ne peut pas imposer des conditions grevant la résidence permanente. Là-dessus, je suis d'accord avec vous dans l'état actuel du droit, parce qu'il manque un bout au fédéral. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que présentement, dans la loi fédérale, c'est prévu, il y a une disposition législative qui est prévue, qui permet aux provinces de faire en sorte qu'elles puissent imposer des conditions grevant la résidence permanente, qu'il y a un pouvoir habilitant là, du gouvernement fédéral qui dit aux provinces, vous pouvez le faire. Si vous décidez de le faire, moi, le gouvernement fédéral, je dois adopter la réglementation qui va en conséquence. Une réglementation miroir avec celle de la province, en l'occurrence le Québec, qui se dote de ce pouvoir-là, puis que lui aussi adopte un règlement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec vous. OK. Et qu'entre 1993 et 2016, cette disposition-là est en vigueur dans la loi fédérale, puis qu'en plus, il y avait un règlement du gouvernement fédéral, je pense à partir de 2004, pour les immigrants entrepreneurs, qui permettait au gouvernement du Québec d'imposer des conditions grevant la résidence permanente dans le cadre du programme Immigrants entrepreneurs. Au niveau des dates, je ne peux pas les confirmer, ouais. Mais sur le reste de votre affirmation, je suis d'accord avec vous. OK. Fait que ça a déjà existé, puis oui. C'est déjà dans la loi fédérale actuellement. Le pouvoir, oui, mais encore faut-il que le gouvernement fédéral, par règlement, accepte de changer les règles du jeu, et ce qui revient à dire qu'au niveau de la région géographique, compte tenu de la charte, je doute fort qu'on ait de l'avant. Attendons avant d'aller là, ouais. Mais revenons sur l'habilitation législative. Donc, le fédéral, l'état du droit, c'est que le gouvernement fédéral, dans sa législation, permet aux provinces de le faire. Il manque un règlement. En 2016, quand l'Assemblée nationale a modifié la loi sur la loi sur l'immigration avec le projet de loi 77, on a retiré le pouvoir que je réintroduis par l'article 21.1. Le libellé
qui se retrouve dans le projet de loi 9 est pratiquement le même que celui qui existait jusqu'en 2016. On a rajouté la compétence linguistique. Alors, moi, ce que je fais dans le projet de loi, c'est que je me redonne le pouvoir que l'Assemblée nationale avait déjà. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, mais encore faut-il voir les conditions qu'on veut imposer. Okay. Et là, le problème, c'est pas tant le pouvoir de Québec d'imposer des conditions à la résidence permanente. Vous l'avez bien dit, on l'a dit. Dans le passé, on l'a eu. Cependant, le gouvernement fédéral est très pointilleux et on l'a vu aussi sur des conditions à la résidence permanente. Le précédent gouvernement conservateur avait imposé justement au niveau de la catégorie des réunifications familiales, donc l'engagement de 3 ans, les gens devaient obligatoirement cohabiter ensemble pendant 24 mois sous peine de perdre la résidence permanente. Le gouvernement actuel a aboli ces conditions-là. Donc, au niveau des conditions qu'on pourrait imposer à la résidence permanente, on ne semble pas être très chaud à l'idée de vouloir aller de l'avant sur ce point-là. Mais juridiquement, c'est quelque chose qui est possible d'être fait. Juridiquement, si Ottawa veut bien changer les règles du jeu, c'est possible de le faire. OK. Et c'est légal de le faire, si Ottawa veut le faire. Ah, absolument. OK. Donc là, ça relève de la sphère politique. Absolument. OK. Donc, moi, comme ministre du gouvernement du Québec, je peux insérer cet article-là, 21.1, dans le projet de loi 9, donner les pouvoirs au gouvernement du Québec d'imposer des conditions gravant la résidence permanente. Là, j'arrive à la question de la mobilité, où je vous rejoins. Il est vrai qu'à partir du moment où quelqu'un a sa résidence permanente, on ne peut pas l'obliger d'assurer une mobilité, de ne pas avoir de mobilité sur le territoire québécois, sur le territoire canadien. Je suis d'accord avec vous. Puis le sens de l'article, c'est pas ça. C'est pas d'obliger quelqu'un qui est résident permanent à être dans une région. Ça n'a jamais été le cas. Par Monsieur contre, le ministre, je vais vous interrompre parce que c'est ça exactement. Tout d'abord, est-ce qu'il y a consentement pour poursuivre les travaux par la suite afin de reprendre le temps de suspension? Merci. Étant donné que nous devons suspendre les travaux de la commission puisque nous sommes appelés pour un vote en chambre, je compte sur votre diligence pour revenir rapidement. Personnel, c'est ce que je comprends. Prenez-le pas personnel. Non. Merci.